Aujourd'hui, on va résoudre ensemble une petite équation et c'est l'équation de la prospection qui cartonne. On va pas faire trop de mathématiques, mais ce que je veux faire ici, c'est changer toutes les autres vidéos et vous parler des fondamentaux, de ce qui fonctionne vraiment en prospection pour que vous puissiez faire vos propres choix, vous puissiez craquer votre propre code de la prospection et pas utiliser des méthodes générales qui marchent vaguement. Donc on va se concentrer là-dessus dans cette vidéo. Écoutez bien chaque chapitre jusqu'au bout parce qu'ils vous servent pour le chapitre suivant. Alors décrochez pas, de toute façon on va essayer de rendre ça très sympathique. Allez, c'est parti. Je m'appelle Quentin pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ancien directeur commercial et aujourd'hui j'aide les dirigeants de SaaS à craquer le code de la vente tant au niveau de la prospection que de la vente, la qualification, la négociation. Je fais ça sur cette chaîne YouTube, je fais ça dans ma boîte MIM, Meet Your Market, que je dirige depuis maintenant près de 4 ans. On a accompagné quasiment 100 SaaS en 4 ans chez MIM. Et puis je fais ça aussi sur LinkedIn pour ceux qui veulent me rejoindre où je poste régulièrement des astuces en vente B2B en général et particulièrement focalisé sur le SaaS. Alors on se lance tout de suite sur cette fameuse équation. Donc on se lance tout de suite sur la partie prospection, comment est-ce que ça fonctionne et quels sont les fondamentaux à avoir. Alors on va commencer par quelque chose de très simple, ça va durer 1 minute. Une équation, 2 inconnus, on y va. Alors, comment on mesure l'efficacité de la prospection? C'est très simple. L'efficacité de la prospection, c'est le nombre de rendez-vous que vous avez obtenus. C'est ça que vous cherchez à faire en prospection, c'est obtenir des rendez-vous qui transforment évidemment des rendez-vous avec des gens qu'on peut vendre, mais globalement, on va résumer ça à trouver des rendez-vous. Donc, votre KPI, ce sera le nombre de rendez-vous obtenus. Et le nombre de rendez-vous obtenus, ce n'est rien d'autre que le produit entre le nombre de personnes contactées, le nombre de personnes touchées, on va appeler ça potentiellement la couverture, et votre taux de transformation, c'est-à-dire que combien par personne touchée vous êtes capable de transformer en rendez-vous. Donc, on va faire simple, on part sur un taux de transformation d'1%, c'est l'efficacité que vous êtes capable de produire aujourd'hui. Si vous contactez 100 personnes, vous aurez donc un rendez-vous. Ça, c'est la base, c'est facile, mais au moins, on est tous au même niveau à partir de maintenant. Donc on voit que dans ce calcul, il y a 2 termes. D'un côté, le nombre de personnes contactées, la couverture, et de l'autre, le taux de transformation. On va zoomer là-dessus parce que souvent, c'est là où le bas blesse. Ce taux de transformation, il répond à la question, mais pourquoi quand j'envoie des emails, quand je passe des coups de téléphone, quand je vais sur LinkedIn, pourquoi je n'ai pas de réponse, pourquoi je n'arrive pas à avoir de rendez-vous? Cette équation, elle a 5 inconnus et on la regarde maintenant. Le premier terme de cette équation, c'est la cible. Alors la cible, on en parle souvent, mais c'est parce que c'est important, c'est à juste titre. La qualité de votre ciblage, la précision de votre ciblage, ça va faire la différence dans votre capacité à obtenir des résultats. Pourquoi? Parce que vous n'allez évidemment pas vous adresser de la même manière à un CEO en général qu'à un CEO d'une entreprise de moins de 50 personnes, qui est basé à Paris et qui travaille dans le logiciel, par exemple. C'est pas le même vocabulaire, c'est pas les mêmes problématiques, et rien que dans le message dire j'aide des CEO de boîtes de moins de 50 personnes basées à Paris, c'est pas la même chose de dire j'aide des CEO ou j'aide des directeurs généraux. Ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas la même efficacité. Donc la première raison pour laquelle il faut connaître sa cible, c'est que ça permet derrière qu'elle se sente beaucoup plus concernée par nos messages. Parce qu'on est capable de poser des messages qui sont spécifiques à ces particularités, et 2, parce que le mot, le fait qu'on le fasse, elle se sent reconnue. Il y a la psychologie, c'est-à-dire pourquoi on choisit tel mot ou telle tournure de phrase, et il y a le réel, de quelle manière est-ce que je vais me sentir concerné par ce message. Alors sur le point de la cible, ici c'est un petit peu délicat parce que je pense que globalement tout le monde comprend pourquoi c'est important d'avoir une cible d'une qualité, d'une précision chirurgicale, mais dans les faits, quand je vais dans les entreprises et que je pose la question de mais quelle est votre cible, qui êtes-vous en train de cibler, et bien généralement ce que je constate c'est que les gens me disent nous on veut les RH des grands groupes. Les RH des grands groupes, ça va pas le faire, c'est pas assez précis. Il y a tellement de déclinaisons possibles, tellement de secteurs d'activité, tellement de cas d'usage possibles qu'on peut s'y perdre si on n'est pas plus précis et surtout on peut diluer son message qui va avoir un impact sur notre taux de transformation. Deuxième inconnu maintenant. La deuxième inconnue, elle va avec la première et c'est le message. Qu'est-ce qu'on raconte dans nos emails et comment on le raconte? Le couple entre la cible et le message, ça forme un tout insécable qui est très bien représenté par le fameux Product Market Fit, le PMF.
Alors, le product market fit, donc c'est l'adéquation entre un produit et son marché. Et ici, ce qu'on va former, ce n'est pas tellement le produit dont on parle, c'est la manière, donc le message, l'angle par lequel on regarde son produit. En fait, on ne va pas changer le produit, on va changer l'angle par lequel on regarde le produit. Et puis la cible, la qualité de la cible va nous permettre aussi d'avoir plus de résultats. Et là, on va voir une chose qui est primordiale, qui est l'une des choses les plus importantes en prospection, c'est ce fameux couple. On voit ce couple qui se forme entre les cibles d'un côté et le message qu'on adresse de l'autre. Pourquoi ce couple il est insécable? Eh bien parce que vous pourriez trouver la cible idéale, mais en adressant le mauvais message, que ça fasse un flop complet. Et à l'inverse, vous pouvez avoir un message impeccable, si vous le mettez devant la mauvaise cible, ça ne marchera pas. Donc je vous donne un exemple. Vous commercialisez un outil de gestion de paye et vous avez trouvé un message excellent que vous avez formé. Mais le problème, c'est que cet outil de gestion de paye, vous l'envoyez, donc ce message, vous l'envoyez aux équipes commerciales. Alors c'est un non-sens, personne ne ferait ça évidemment, mais c'est juste pour vous montrer qu'il n'y aura pas de résonance, les gens ne vont pas vous répondre. Vous prenez le même message et vous le mettez devant les équipes RH par exemple, là il va y avoir des répondants. Alors ce sera vrai pour les équipes RH de certaines entreprises, mais pour d'autres peut-être plus petites, il faudra parler au CEO. Il y aura une autre résonance là encore. Donc il faut établir quel est le bon couple cible-message pour bien démarrer déjà son équation de la prospection et avoir deux premiers termes qui soient optimisés et insécables. On peut avoir le message parfait, si la cible n'est pas bonne, ça ne marchera pas. On peut avoir la cible parfaite, si le message ne convient pas, ça ne marchera pas non plus. C'est pour ça qu'on ne peut pas séparer ces deux éléments. Pour le troisième terme de l'équation, je vais parler de quelque chose qu'on n'entend pas souvent, et cette chose, c'est le contexte. L'importance du contexte dans la prospection. Je vais vous illustrer pourquoi c'est important le contexte. Vous prenez une personne A, donc vous envoyez votre message, j'accompagne les dirigeants de SaaS à craquer le code de la vente pour passer de 0 à 5 millions d'euros d'ARR. Ok. Mais vous avez omis quelque chose en envoyant ce mail, c'est que la personne à qui vous écrivez, il s'avère que c'est l'oncle de votre témoin de mariage, et vous ne l'envoyez pas. Dans un cas, vous envoyez l'email, dans l'autre, vous l'envoyez en mentionnant que vous êtes le témoin de mariage. Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, vos chances d'avoir le rendez-vous sont largement supérieures. C'est ça le contexte. Alors évidemment, on n'a pas tous 10 000 amis avec 10 000 ongles qui contacter, mais il n'y a pas que ces contextes qui fonctionnent. Évidemment, il y a les gens qui étaient avec vous dans les jobs précédents, mais il y a aussi des posts LinkedIn qui ont bien marché, sur lesquels vous pouvez rebondir, des actualités d'entreprise, bref. Mettez du contexte qui vienne justifier la démarche, donner de la confiance et vous relier à la personne par autre chose qu'une proposition de valeur qui est assez basique finalement. Donc, il faut systématiser l'emploi du contexte. On pourrait faire une pyramide pour comprendre des différents niveaux de contexte, on a plus ou moins percutant. Évidemment, si vous êtes le mari de la meilleure amie, ça va être très haut parce que ça va être très facile de rentrer en contact. Et tout en bas, on pourrait dire vous êtes allé dans la même école que la personne. Bon, c'est mieux que rien, mais c'est un peu faiblard comme contexte. Donc entre ces deux états, il y a toute une nuance de contexte possible. C'est à vous, à chaque fois, de trouver les bons. Et le contexte, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est ce que nous, on appelle la Smart Prospection, c'est la capacité à aller mettre du contexte à chaque fois qu'on envoie un message différent. Donc une personne, un contexte à chaque fois. Et donc il faut être intelligent pour comprendre où est-ce qu'on peut aller se placer le plus haut possible dans la pyramide des contextes, parce que ça va venir donner de la portée, de l'ampleur à notre message. Le contexte est donc une inconnue dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire une inconnue dynamique? Ça veut dire qu'on ne sait pas à l'avance et on ne peut pas appliquer pour tout le monde le même contexte, et donc pour chaque personne, ça va être différent. Donc c'est une inconnue dans le sens où on ne sait pas quel est le bon contexte, et elle est dynamique parce que pour chaque personne à qui on va écrire, il va être différent. A contrario, le message qu'on envoie à une cible donnée va toujours être le même. Donc ce contexte, c'est ce petit élément de personnalisation qu'on va venir mettre dans l'email qui va venir, montrer que vous savez pourquoi vous contactez la personne, et deux, venir mettre ce lien dont on a besoin pour donner confiance, rassurer, justifier la démarche et faire la différence dans la transformation. Maintenant qu'on a vu le contexte qui est hyper important et qui est parfois malheureusement un peu oublié, on va voir le quatrième terme de l'équation, et ce quatrième terme, c'est le timing. Le timing, il est essentiel. Une personne à un instant T ne peut ne pas du tout être intéressée par ce que vous faites parce qu'elle n'en a pas besoin ou qu'elle ne ressent pas le problème, et à un autre moment, c'est parfait, c'est maintenant qu'il faut y aller, elle va bondir sur votre email ou sur votre coup de téléphone pour avoir un rendez-vous avec vous. Qu'est-ce qui fait qu'un timing est bon? Il y a deux facteurs majeurs, il y en a plusieurs autres, mais il y a deux facteurs majeurs. Le premier, c'est la disponibilité. Est-ce qu'au moment où je contacte la personne, elle est disponible, elle est prête à recevoir un message? Là aussi, on est sur une inconnue dynamique parce que ça va changer pour chaque personne nommée cet état-là,
et on ne sait pas à l'avance ce que ça va être le bon moment. La deuxième variable majeure de ce timing, c'est un besoin. Vous êtes dans le recrutement, vous écrivez à quelqu'un en février, il n'est pas en train de recruter ou il cherche personne, vous lui réécrivez la même chose en novembre, il est en plein rush, il faut absolument qu'il recrute, le timing est parfait, c'est gagné, vous empochez le rendez-vous. Encore un exemple d'inconnu dynamique. Alors là-dessus, il n'y a pas de secret, vous ne pouvez pas lire dans les lignes, parfois il y a des triggers qu'on voit sur internet, donc des signaux, des messages, des indices qui montrent que c'est le bon timing, mais par exemple pour la disponibilité, c'est beaucoup plus compliqué de le savoir. Donc là-dessus, votre seul pouvoir d'action, c'est de provoquer la chance. Et comment on provoque la chance? Avec la répétition. Donc, on va envoyer déjà, non pas un message de prospection, mais peut-être 4, 5, 6 messages sur une période de temps de 1, 2, 3, 4 semaines selon le type de marché sur lequel vous êtes et les décisions que vous souhaitez prendre. Ça, c'est une première décision. Et puis la deuxième, c'est de dire, je ne vais pas le faire une seule fois dans l'année, je vais peut-être le faire plutôt 2 fois ou 3 fois. Là encore, c'est à vous de décider. Mais ici, il faut que je fasse une intervention. Souvent, les dirigeants me disent « Non mais attendez, j'ai pas envie d'harceler les gens, j'ai pas envie d'être le gros lourdeau qui écrit aux personnes tout le temps et puis de réduire ma réputation à néant. » Eh bien, ça, il faut le dédramatiser. Je vais vous donner un exemple très simple, un exercice très simple pour le faire. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez mangé jeudi dernier le soir? Non, évidemment. Cette question est très bête, mais c'est simplement pour vous dire que les gens oublient très vite. Machiavel disait le peuple oublie en 6 mois. Et moi, je rajoute, et les prospects beaucoup plus vite. À ce sujet, j'imagine que vous avez tous déjà été victimes de personnes qui prospectaient vraiment trop et qui vous harcelaient littéralement et qui vous ouvrir 5-6 fois dans l'année. Je suis sûr que ça vous est déjà tous arrivé, mais est-ce que vous êtes capable de donner le nom de l'entreprise et de la personne qui faisait ça? Probablement pas. Moi, ça m'est arrivé une fois depuis que je travaille de me souvenir du nom d'une personne qui m'avait vraiment trop prospecté, mais elle avait tellement dépassé les bornes que c'est impossible de pas s'en souvenir pour toutes les autres. Et il y a des entreprises qui prospectent vraiment énormément et à répétition les gens. Je ne saurais plus vous dire les noms. Ce qui est sûr, c'est que le jour où elles me prospecteront et que j'aurai le besoin et qu'elles auront le bon timing, le rendez-vous ira à elles parce que j'aurai le besoin à ce moment-là et je serai prêt à faire ce rendez-vous pour découvrir le type de solution qu'elles ont à proposer. Donc une inconnue dynamique comme le timing, que ce soit pour la disponibilité, que ce soit pour le besoin, c'est une forme de chance, mais cette chance, elle se provoque par la répétition. Et d'ailleurs ça, le B2C l'a très bien compris. En publicité par exemple, à la télé. Il est communément admis, et ces gens ont beaucoup de moyens de mesure pour le déterminer, que les deux choses qui marchent le mieux en publicité en B2C, c'est 1, la couverture, le nombre de personnes que vous allez toucher, et 2, la répétition. Le secret de leur équation sur de la pub télé B2C, c'est la couverture et la répétition. Ça, c'est un très bon ami à moi qui s'appelle Jérémy, qui vient de chez Making Science. Je vous conseille de les contacter, qui me l'a appris. Et je pense qu'en B2B, d'ailleurs, on a beaucoup de choses à apprendre du B2C. Les expériences sont beaucoup plus développées. Et si là, vous voulez me dire, non, mais B2B, c'est pas pareil, les exigences sont plus fortes, etc. Alors oui, les exigences sont plus fortes, mais n'oubliez jamais une chose. Les gens dans le B2B, vos prospects B2B, c'est rien de plus que des prospects B2C qui ont poussé la porte de leur bureau, qui ont mis leur costume et c'est tout. C'est les mêmes personnes derrière le costume, c'est les mêmes personnes de l'autre côté de la porte du bureau. Ce qui me fait dire, et ça c'est une thèse très forte que j'ai, que les expériences d'achat B2B peuvent s'inspirer du B2C qui est beaucoup plus développé pour apporter des expériences beaucoup plus riches et réussir à faire la différence pour vendre plus. Cinquième et dernier terme de l'équation, le lieu. C'est ici et c'est maintenant qu'on va parler de prospection multicanal. Un canal d'acquisition, un canal de communication va plus ou moins bien marcher selon vos cibles et là aussi c'est une inconnue dynamique. Alors ok, selon les secteurs d'activité, il y a des tendances qui s'affichent. On sait très bien que si vous prospectez par exemple les startups, ça va être beaucoup plus, ça va être facile, pas plus facile, mais ça va être facile d'y aller avec l'email qui est très lu, même LinkedIn ou le téléphone, là où dans certaines industries, l'email sera beaucoup plus apprécié, le téléphone ne marchera absolument pas et d'autres ce sera plutôt le téléphone, les gens ne lisent pas leur email ou il faudra faire du porte-à-porte. Bref, je ne vais pas m'étaler sur ce terme, mais globalement ce que ça veut dire c'est que vous ne savez pas d'avance quel sera le canal de communication à privilégier pour les prospects que vous souhaitez toucher et que votre seule solution ici, encore une fois, c'est de provoquer la chance et pour ça, vous allez tous décider de les utiliser intelligemment. Une fois que vous aurez essayé et que vous aurez l'expérience, évidemment, il y a des tendances qui vont se dégager, les chiffres vont se mettre à vous parler, à vous de les écouter et d'adapter encore une fois la prospection aux résultats que vous allez obtenir. Et c'est ça qui est important dans cette vidéo et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je ne vais pas vous donner des tips, des phrases toutes faites, etc. C'est que vous devez être capable vous-même de comprendre les leviers,
comment agir dessus et comment prendre vos propres décisions. Parce que pour chaque entreprise, la formule, l'équation, le code de la vente et de la prospection notamment, il est différent. Donc je préfère vous donner les armes et les grilles de lecture qui permettent de prendre vos propres décisions, de faire vos propres tests, pour derrière avoir la décision, le mécanisme, le fonctionnement qui soit le plus fin et le plus efficace dans votre entreprise. Quand tout le monde applique les mêmes recettes, ça ne marche pas. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais revenir à l'équation initiale. Pourquoi je reviens à cette équation? Parce qu'ici, je vais apporter une précision. On a donc nombre de rendez-vous égale nombre de personnes contactées fois taux de transformation. Le sujet, c'est que l'un de ces deux termes a évidemment, vous l'avez remarqué, une limite qui tend vers 1. Le taux de transformation, il dépassera jamais 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à un moment donné, il va falloir prendre une décision entre l'optimisation du taux de transformation, avoir le message parfait, préciser sa cible à outrance, etc. qui va peut-être vous permettre de passer de 0,8 en transfo à 0,83, ou revenir au premier terme derrière et dire, au lieu d'écrire à 100 personnes, je vais écrire à 200. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? À un moment donné, ce taux de transformation, vous ne pourrez plus l'optimiser. C'est la loi des rendements marginaux décroissants, marginal diminishing returns en anglais, que vous connaissez sûrement aussi, et qui est une loi qui explique qu'en fait, au bout d'un moment, l'effort supplémentaire à aller chercher le temps que vous allez y passer, l'argent que vous allez dépenser pour aller chercher ce pourcent de transformation en plus, ces 2% de transformation en plus, il va falloir cutter, il va falloir apprendre à arrêter pour utiliser ce temps qui va vous faire gagner 0,1% de conversion à aller chercher le volume, c'est-à-dire agir sur le premier terme de l'équation, le nombre de contacts à envoyer. Donc, règle numéro 1, allez chercher un taux de transformation, le 20-80 du taux de transformation. Le truc qui fait que, à peu près, vous êtes sur un chiffre où vous sentez que le reste, ça va être des rendements, des gains marginaux. Et ensuite, allez chercher du volume. Attention, il n'y a pas de taux de transformation idéal qui vaut pour toutes les entreprises. Selon la qualité de votre product market fit, selon le nichage de votre marché, selon ce que vous êtes en train de faire, peut-être que 0,5% de transformation, ce sera bien, alors que peut-être que pour d'autres, ce sera 5%. Ça peut vraiment différer, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que une fois que vous commencez à avoir du résultat et que vous avez vos chiffres, il ne faut pas lâcher. Parce que la prospection, en fait, il n'y a pas de secret et c'est pas quelque chose qui est rigolo. C'est des maths, il faut tenir le rythme, il faut tenir le process, il faut continuer d'engager des personnes, de le faire intelligemment, d'aller chercher du contexte, d'aller chercher des vraies raisons de trouver les gens, multiplier les canaux, faire de la répétition et faire ça sans relâche. Ça fonctionne. C'est pas plaisant, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de manière de le faire sans qu'au bout d'un moment ça devienne lassant. Il faut le savoir, il faut l'accepter. Je vous dis ça, ça vous plaît pas, c'est pas chouette, mais au bout d'un moment, comme toute chose répétitive, il peut y avoir de la lassitude. Alors évidemment, il y a quelques solutions. Les solutions, c'est de varier, c'est de faire des tests, c'est d'animer l'équipe commerciale pour faire en sorte qu'elle trouve ça plus stimulant, c'est d'essayer d'améliorer, c'est de former les gens en permanence. C'est cette volonté permanente d'aller vouloir craquer le code, mais la vérité, c'est que quand vous commencez à avoir des chiffres, c'est pas la peine de chercher midi à 14h. Il faut commencer à aller travailler du volume, sans perdre la qualité évidemment, mais travailler du volume. J'ai vu beaucoup de départements commerciaux chercher comment replacer une virgule, comment changer de message, changer de cible toutes les 3 semaines, alors qu'elles avaient un taux de transfo et si elles s'étaient concentrées à travailler leur couverture, la qualité de leur taux de transformation et la répétition, ils auraient été capables d'avoir des résultats beaucoup plus vite. Donc de la régularité, de la discipline, c'est pas des choses très fun, mais la vérité, c'est que c'est ça qui fonctionne sur le long terme, évidemment. Une dernière chose, quand vous allez regarder vos résultats, n'isolez pas les KPI. Souvent, on va regarder, alors les KPI principaux, c'est quoi? Un taux d'ouverture, taux de clic, taux de réponse et taux d'acceptation, taux de oui au rendez-vous. Ok, il ne faut pas isoler ces KPI ou alors amusez-vous à isoler le oui au rendez-vous parce que c'est ça qu'on veut à la fin. Pourquoi il ne faut pas isoler ces KPI? Je vais vous donner un exemple. Alors vous allez trouver des petits hacks sur LinkedIn évidemment avec des malins qui vont vous dire oui, alors vous écrivez intro Quentin X prénom du prospect et vous allez voir vos taux d'ouverture vont exploser. Waouh, c'est magnifique, j'ai 85% de taux d'ouverture, 90% de taux d'ouverture. Très bien, parfait. Allez regarder ce qui se passe du côté du nombre de rendez-vous obtenus derrière. En faisant ça, vous faites quoi? Vous jouez sur un malentendu. Le prospect pense qu'il va ouvrir un message dans lequel il y a une introduction de contact intéressant alors que vous introduisez à lui-même des gars qui prospectent. J'en ai vu des dizaines faire ça. Le problème, c'est que c'est un message qui est déceptif. L'email va être ouvert, oui, mais vous n'avez pas envie de commencer une relation avec quelqu'un qui joue sur des ambiguïtés pour essayer d'obtenir votre attention. C'est pas comme ça que ça marche. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on n'a pas un taux de transformation qui est à 0 ou un taux de rendez-vous qui est à 0, mais on va avoir un taux de rendez-vous qui va s'effondrer. Pourquoi? Parce que votre manière d'attirer et de rentrer, vous imaginez le premier acte que vous faites pour rentrer en relation avec quelqu'un,
c'est de jouer sur une ambiguïté, grosso modo, lui mentir pour y arriver. Ça peut pas fonctionner comme ça. Donc il faut pas isoler les KPI. Évidemment, on les regarde, on veut faire de l'ouverture, on veut faire de la réponse, on veut faire du clic, on veut évidemment faire de la réponse positive, mais attention à toujours garder une vue d'ensemble sur vos résultats. Il faut que vous croyiez en ce que vous faites, il faut que vous sachiez transmettre cette passion et cette croyance à votre équipe, parce que c'est ça qui va faire que ça fonctionne. Maintenant que vous en savez plus sur les ressorts d'une prospection qui cartonne, vous pouvez faire 2 choses. 1, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour avoir accès aux prochaines vidéos. 2, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Je vous mets le lien dans la description. Et comme ça, il vous suffit de me donner votre email et moi, je vous enverrai des conseils gratuitement régulièrement pour continuer de faire progresser votre équipe de vente et votre chiffre d'affaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente prospection et je vous dis à la semaine prochaine.